Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce live Kate in the USA et ce soir, c'est vraiment un moment particulier pour nous parce qu'on va être en duplex en direct avec les États-Unis, mais je vais vous en dire un peu plus dans quelques secondes. On va accueillir quand même à la technique l'irrésistible, Allez, c'est reparti. l'impressionnant, Allez, le technicien le hors cirage de pair, pompe en direct live. James. Bonsoir à tous. Ah, est-ce qu'il faut pas entendre? Mais non, mais c'est mérité. Attends, Oui, bien sûr. on est quand même en duplex, c'est pas rien. Tout à l'heure, il va y avoir Indy qui va peut-être nous rejoindre, mais surtout, on a une invitée de marque ce soir. Nous avons en direct des États-Unis, de Floride et d'Orlando en particulier. Nous accueillons Axel Go. Bonsoir Axel. Enfin bonjour Axel. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, c'est super. Merci à toi d'être là. Alors quelle heure est-il chez toi? Il est 15 heures. Il est 15 heures et nous, il est 21 Voilà, heures. Voilà, on a le décalage voilà. horaire. Tu nous entends bien? Oui, super bien. Ah ben c'est super, on est vraiment très très content de te recevoir pour cette première. Alors ceux qui nous suivent, soyez indulgents. C'est un live voilà, un petit peu particulier ce soir, c'est un coup d'essai, mais je suis sûre que ça va être une grande réussite et on va passer une bonne soirée. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, moi donc je suis Kate et ce live c'est un live qui porte sur la culture US tous azimuts. Et aujourd'hui, on a une invitée qui va nous parler de la Floride, de son parcours, de l'école qu'elle a créée. Voilà, on va lui poser plein de questions. N'hésitez pas à participer sur le chat, à poser des questions à Axel. On fera le relais. James fera le relais des questions et on lui posera les questions en direct. Là déjà, on va un petit peu commencer. Axel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je suis originaire de France, née et élevée dans la région centre de Bourges. Et j'ai passé mon bac en France. Et en moins de 6 mois, je suis venue aux États-Unis pour représenter la France au pavillon français d'Epcot à Disney. Donc, direction la Floride. Et je pensais venir ici qu'un an. J'avais choisi mes habits préférés, fermé mes valises. Et puis, ma mission au bout d'un an n'était pas atteinte. Je voulais être bilingue en américain et j'y étais pas encore. Donc, j'ai décidé de continuer mes études que j'ai fait ici en Floride. Et puis, en fait, ça s'est accumulé et je me suis retrouvée, maintenant, ça fait 22 ans, 22 Wow. ans en Floride. Ah ouais, quand Donc, même. c'est super. 22 ans qu'en Floride. Tu n'as pas vécu Oui, dans d'autres États? non. Et à Par... Orlando en plus. Ah oui, et toujours à Orlando. Voilà. Alors, Donc là, maintenant, je suis dans une phase où je fais un peu plus Orlando-Miami, moitié-moitié, on va dire, pour des nouvelles missions. Mais oui, principalement Orlando. alors depuis le début de cette aventure que nous vivons de Kate in the USA, donc j'ai des entretiens avec des Français qui vivent aux États-Unis, qui sont partis s'installer aux États-Unis. Et il y en a beaucoup, énormément, dans ceux que j'interviewe, avec lesquels j'ai la chance d'échanger, qui sont justement en Floride. Comment tu expliques le succès de cet État en particulier? Bah, le temps est merveilleux. Ça, c'est déjà numéro un. C'est ce qu'on apprécie un peu partout, d'avoir un ensoleillement fantastique. Et puis aussi, les gens sont très sympas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas très souvent. Les gens sont positifs, avenants, très accueillants, et ça nous fait du bien quand on vient d'un pays qui, des fois, peut être un peu plus basé sur le jugement, d'avoir justement un accueil comme ça. D'accord, Grande gentillesse. donc c'est ce qui t'a fait ce coup de foudre. C'est un coup de foudre, on peut appeler ça comme ça, Ah, pour mais la Floride? complètement, c'est un changement. C'est vrai que quand j'ai passé mon bac, tout le monde faisait la fête et moi j'étais là, mon Dieu, c'est là que ça commence en fait. Ça va être dur à partir de maintenant parce que il va falloir faire ses preuves. On sait que l'administration française c'est quelque chose. Moi je voulais être, enfin je voulais avoir mon entreprise, être entrepreneur, donc je me doutais bien que j'allais faire face à tout ce que les personnes ont pu me dire à l'époque. Et même à l'âge de 18 ans, je me rendais bien compte que ça allait être difficile. Et puis, quand je suis arrivée ici, bah, j'ai vu qu'en fait, tout le monde a sa chance, des rêves peuvent devenir des réalités, et que bah, ça devient réalité. Donc c'est une chance à tenter. Et puis, c'est vrai que si on travaille dur, on est récompensé ici. Donc la France a beaucoup, beaucoup de choses à offrir.
Et les États-Unis ont ça, par exemple, une facilité d'entrepreneuriat et de récompense, on va dire. C'est fou parce que toutes les personnes avec lesquelles je m'entretiens euh, ont recours au même mot-clé, c'est le mot travail. Quand ils parlent des États-Unis et de la possibilité de réussir aux États-Unis, le mot qui revient tout le temps, c'est travail. Si on travaille, si on se donne les moyens, il y a beaucoup de portes Oui, qui s'ouvrent aux États-Unis. Tu voilà. confirmes ça, hein? C'est vrai que ce n'est pas un métier où l'assistanat prône. On ne peut pas dire ça. On le voit déjà avec le système de santé, mais aussi le chômage n'est pas pareil. Donc, en général, ceux qui viennent ici, c'est ceux qui ont quelque chose à dire, quelque chose à construire, quelque chose à créer. Et ça se manifeste bien souvent. Donc, pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas, il faut sauter la petite marque et l'océan Atlantique et venir parce que tout est possible ici. Les enfants sont élevés comme ça, la mentalité des familles est comme ça, à l'école ils enseignent ça, tout est possible, tout rêve est atteignable, donc il faut y aller. Donc là, ce que tu es en train de définir, c'est le rêve américain. Donc tu y Oui. crois pour toi. Mais alors, il y a quand même des gens qui remettent en question ce concept et qui disent que finalement, au quotidien, c'est plus aujourd'hui une illusion qu'une réalité. Quelle est ta vision, toi, de ce concept, le rêve américain? Alors, C'est quoi le rêve américain pour toi? le rêve américain, c'est d'avoir déjà un plan bien décrit, Bien bien défini. détaillé et Oui. venir et s'entourer des bonnes personnes. Pour ceux qui sont désillusionnés, il peut y avoir plusieurs raisons. En plus, je suis dans l'immobilier international, donc je connais pas mal ce sujet de l'aspect d'immigration. Parce que j'ai assisté beaucoup de familles, que ce soit de l'Asie, de l'Europe, du Canada, Amérique du Sud, de partout dans le monde, à venir s'installer ici à travers l'achat de commerce, par exemple, l'obtention de visa, et puis bien sûr les installer au niveau résidentiel, etc. Et une chose, enfin, il y a plusieurs choses. Premier point, bien s'entourer avec des professionnels. Deux, écouter. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, ben moi je viens de France, j'ai mon concept, j'ai une idée, j'ai des envies et je sais mieux faire que les autres. Pas forcément. Écouter ceux qui ont eu une expérience ici peut économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes et peut-être même un retour en France, tout simplement. Et puis surtout, voilà, s'entourer de bonnes personnes qui ont des capacités et surtout un pédigré sain et surtout voilà, d'écouter les autres, d'être à l'écoute, d'être flexible, malléable, de s'adapter et puis oui, de travailler. Mais en général, quand on vient d'Europe, on travaille, donc c'est pas un souci ça. Ce que tu décris, c'est un petit peu ta mission de conseillère des Français à l'étranger. C'est ça ta mission tu as été élue conseillère des Français à l'étranger. Est-ce que c'est Voilà. ça? C'est les encadrer, les accompagner, mais dès leur départ, par exemple, s'ils partent d'Europe, de France, est-ce que tu les accompagnes depuis leur départ en France ou à leur arrivée aux États-Unis pour les encadrer à leur arrivée? Quelle est ta mission exactement? Alors la mission n'est pas d'accompagner des familles à s'émigrer pour venir en Floride. D'accord, C'est pas ça. d'accord. Ça, c'est devenu naturel chez moi parce que ça fait 22 ans que je suis là. Je connais très bien non seulement la ville d'Orlando, le maire du comté, le maire de la ville, les grandes entreprises. J'ai eu plusieurs fonctions qui m'amènent à avoir un réseau au niveau local, US Floride, et aussi, bien sûr, de mettre à bon escient Ton, d'où je ex- viens et ma ton, culture, évidemment. ton expérience. Donc, et puis le conseil me fait plaisir parce que je ne veux pas que les nouveaux fassent les mêmes erreurs qu'on a pu faire, qu'on a pu voir, qu'on a pu expérimenter. Donc, autant simplifier la tâche aux autres. C'est un acte de bienveillance. Donc, oui, j'ai été élue en juin dernier pour un mandat de 5 ans non pas pour accompagner des familles, ça c'est le côté immobilier, mais surtout pour conseiller les Français qui se sont établis en Floride dans leur démarche, que ce soit des associations, des personnes indépendantes, des commerces, à obtenir les réponses qu'ils veulent, des fois même à faire changer des lois, à faire remonter des problématiques, créer une entraide vers le consulat et qui revient à Paris pour vraiment accompagner les Français, voir leurs besoins particuliers, parce que ce sont des Français de l'étranger et pas des Français qui habitent en France. Donc on a des problématiques différentes. Donc c'est un peu un échange du consulat qui est débordé, faire parvenir les informations aux Français au niveau local
et puis écouter les Français, les associations, voir quels sont leurs besoins et faire remonter ça au gouvernement. Je voulais juste vous dire qu'il manque, juste, le Zoom va s'arrêter bientôt. Oui. Donc si on est coupé, c'est normal et je reviendrai. Il n'y a pas de souci. Est-ce que James, on coupe tout de suite et on relance? Allez, on va couper tout de suite. On coupe tout de suite, comme te ça, renvoie une parce qu'on a des invitation et questions se déjà, on reconnecte, fait le point sur les questions. Voilà. Et on te rejoint dans Parfait. quelques minutes. On passe par Zoom sur Twitch, donc il y a une coupure, mais ça repart dans quelques secondes. Alors, est-ce que moi je suis toujours en live? Alors, par contre, il va falloir lui rendre. Oui, bien sûr, tu es toujours Voilà, en live. je suis toujours en live. On va Donc quand j'ai même vu. renvoyer l'invitation à. Ah, je renvoie l'invitation. Alors, 2 petites secondes. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Je vais profiter de ce moment pour les lire et les poser. Il faudrait que j'ai le lien et après, je le fais tout de suite. Alors, je vais regarder un petit peu. Je salue, d'ailleurs, je n'ai salué personne. C'est pas bien de ma part. J'en profite. Alors, j'ai vu qu'Yvon nous a rejoint. Merci Yvon pour ta fidélité. J'ai vu qu'il y avait Poulidor. J'ai vu qu'il y avait Franck. Sylvie, merci d'être là, merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à poser les questions, je les relais. Alors, Yvon a une bonne question, je trouve. Est-ce que on va demander à Axel, dès qu'elle sera de retour parmi nous, si avec le temps, donc là, il y a 22 ans qui se sont écoulés entre le moment où Axel est arrivé en Floride et aujourd'hui, est-ce qu'elle considère que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque? On va lui poser la question. Ensuite, Poulidor, tu parles du système éducatif, c'est prévu dans les questions, évidemment, on va comparer les deux systèmes. Je vais de ce pas envoyer, voilà, je vous demande 2 petites secondes, voilà, hop, et c'est parfait. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai vu comme question? Il y avait une question de température également de la part d'Yvon qui demandait si... une question de température. Parce qu'elle nous a dit quand même qu'à un moment donné, on entendait le son de sa clim. Oui. On a dit on entend un bruit. Elle nous a dit mais si je coupe la clim là, ça va pas le faire. Donc il fait très très chaud 40 degrés, en Floride. Elle nous a dit là si je coupe la clim, ça va être insupportable. Donc ça veut dire que nous ça s'est quand même un peu rafraîchi, même dans le sud. Hein. Et là-bas donc il fait très très chaud à l'heure où l'on parle. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, donc sur l'école. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je n'aurais pas repérées, James? Non, pour moi c'est bon. Est-ce qu'Axel nous a rejoint? Oh ben elle est en train certainement d'essayer de nous rejoindre. Ok. Donc on était en train de parler. James, dis-nous, on était en train de. Yes. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On va rebondir sur ce. Elle expliquait déjà que la première chose c'est qu'il fallait avoir un projet bien précis, qu'il fallait bien évidemment s'entourer des bonnes personnes. Moi ce que j'ai bien aimé dans la première partie de ce qu'elle expliquait c'est qu'il fallait écouter. C'est vrai que souvent on arrive bien en tête et puis on a notre idée en tête et puis on fonce tête baissée et puis on se rend compte par la suite que c'est ce qu'elle nous explique, hein, qu'on fait des erreurs, ce qui est à peu près normal pour tout le monde. Et ouais, ça a l'air très intéressant en tout cas cette première partie. Oui, et elle était en train de nous parler de sa mission de conseillère des Français à l'étranger. Et donc elle expliquait qu'il y a donc des problématiques qui sont forcément différentes entre les Français qui vivent aux États-Unis et les Français qui vivent en France. Donc sa mission, c'est aussi de faire remonter ces problématiques et améliorer, en travaillant avec le consulat, améliorer la situation des Français qui vivent aux États-Unis. Voilà, c'est un petit peu ça sa mission. Et on va parler, Axel nous a parlé du maire d'Orlando. Elle est de retour. Hein. Ah, Axel, tu m'entends? Oui. Oui. Juste, on faisait un petit résumé de ce que tu avais dit jusqu'à présent. Tu nous as parlé du maire d'Orlando que tu connais bien. J'ai vu qu'il avait posté une vidéo où il dit beaucoup de bien. Tu es très en relation étroite avec lui, tu es en constant échange avec lui. Ça t'aide dans ta mission, justement? Alors, effectivement, j'ai eu contact avec lui depuis, je veux dire, on va dire 8 ans à peu près. Ça fait 8 ans que dans une de mes fonctions au corps consulaire, c'est-à-dire que la zone d'Orlando et la Floride centrale est représentée par
une vingtaine de consuls et consuls honoraires qui représentent à peu près 20-25 pays. Et à un moment donné, on m'avait demandé de venir faire la liaison entre tous ces consuls honoraires. Donc c'était en gros la liaison du corps consulaire de Floride centrale. Et ça m'a amené à être en contact avec donc, les maires, les commissioners, les maires du comté de la ville, de l'aéroport, de Disney, enfin des personnes clés dans la ville, pour pouvoir faire la liaison et informations pertinentes entre ces gros pôles de la ville et les diplomates, on va dire, de ces pays, à accueillir des délégations s'il y avait des visites particulières, à donner des informations pertinentes, c'est-à-dire, bon, ben, on a un problème, je ne sais pas moi, d'immigration qui vient de ce pays, faudrait gérer telle ou telle chose, il y a, je ne sais pas moi, n'importe quoi qui peut se passer et qu'on a besoin d'informations entre ces pays et la Floride centrale. Donc, est-ce que ça m'a aidé? Oui, parce que de un, il sait qui je suis, il sait quelle est ma mission, il sait que je représente plus ou moins la communauté française, et il sait que je suis orientée sur l'éducation, que j'ai fondé les Samedis Français, qui est cette école de français de langue maternelle du samedi matin. Donc, il sait. En plus, il s'avère que ce maire en question, qui s'appelle Buddy Dyer, qui est maire depuis assez longtemps, est très orienté pour développer Orlando et sa région comme une ville multiculturelle. Donc, il a même établi un bureau multiculturel, des relations multiculturelles, avec qui je m'entretiens régulièrement aussi. Donc oui, on a des échanges assez souvent, et il est quelqu'un de très sympa qui devait d'ailleurs venir faire l'inauguration de l'école en personne, et Covid est arrivé. Donc non. Dommage. Ça fait... Alors Axel, on a des questions, donc beaucoup de questions. Donc, alors, je suis prêt. Alors, on a déjà une question de Yvon qu'on salue. Oui. La question c'est est-ce que pour toi s'installer il y a donc plus de 20 ans, est-ce que ça te semble aujourd'hui plus difficile qu'à l'époque ou c'est l'inverse? Est-ce que c'est plus difficile de s'installer aujourd'hui aux États-Unis ou il y a une vingtaine d'années? Alors, c'est une très bonne question. Bonjour Yvon, enfin bonsoir plutôt. Oui, parce que quand je suis venue, c'était en 1999 et c'était avant le 11 septembre, justement. Et depuis, déjà que c'était très difficile d'émigrer aux États-Unis, c'était quelque chose quand même à entreprendre, bien planifié, etc. Mais maintenant, encore plus. Effectivement, je pense que oui, question de visa, il faut s'équiper d'un bon avocat d'immigration, de monter un bon dossier. Alors, il y a plusieurs raisons et plusieurs moyens de comment immigrer ici. Il y en a certains, c'est des talents exceptionnels, donc des athlètes, des gens qui ont gagné des médailles, des tournois, etc. Ou des ingénieurs, des talents particuliers. Ingénieurs dans le monde médical aussi, malgré qu'il faille repasser tous les équivalences ici. Mais ça, ce sont des gens recherchés. Sinon, il y a évidemment par mariage, il y a par entreprise, donc sponsorship d'entreprise. Il y a plusieurs moyens, mais oui, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Les dossiers d'immigration doivent être mieux faits. Moi, à l'époque, même ma citoyenneté américaine, j'ai tout fait toute seule. J'ai eu un avocat qui a révisé, mais personne n'a fait le dossier. Tandis que maintenant, je ne sais pas si je m'aventurerai à faire les papiers moi-même, parce que ça devient complexe. Ça devient très complexe. Donc, il te semble que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'autrefois. Oui. Alors, il y a Poulidor, bonsoir Poulidor, qui te demande si tu trouves, alors avec l'expérience que tu as, est-ce que c'est facile de s'intégrer aux États-Unis quand on est citoyen européen, par exemple? Oui, ça, en plus, il s'avère que les Européens et les Français en particulier sont super bien vus par les Américains. Alors ça peut en surprendre beaucoup, mais ils adorent la culture française, ils adorent l'accent, ils adorent la nourriture, ils adorent la mode, ils adorent le vin, ils adorent tout, la littérature. Enfin bon, la France est très bien cotée. Il ne faut pas penser ils nous détestent, pas du tout. Partout où on va, quelqu'un va vous raconter qu'en fait, il a appris le français à l'école à un moment donné, et c'est vrai que c'est une langue et une culture très bien vue. Donc, c'est facile de s'intégrer, oui, à partir du moment où, déjà de nature, on s'intègre bien partout, on est avenant, on est sympa, oui, il n'y a aucun souci. Hein.
Alors, c'est justement la question que posait Yvon, la suivante. Il voulait savoir justement comment étaient perçus les Français. Mais il a une question subsidiaire. Il voudrait savoir si, quand même, avec des projets, lorsque des Français, par exemple, arrivent aux États-Unis avec un projet, des sportifs aussi, voilà, qui voudraient tenter leur chance aux États-Unis, est-ce que les Américains sont méfiants de ça? Est-ce qu'il y a une méfiance par rapport à cette éventuelle réussite qui pourrait aussi leur faire de l'ombre? Est-ce que tu l'as ressenti ça? Pas du tout, au contraire. Même dans le sport, surtout que le sport, c'est quand même une industrie en elle-même ici, tellement les Américains sont pros du sport, qui est quand même assez sympa, hein. Il y a une ambiance sympa. Faire de l'ombre, non, enfin non. Je pense que tout est basé sur le mérite dans le monde du sport. Je ne vois pas ici de, qu'on garde à l'écart une certaine culture parce qu'ils sont bons pour quelque chose. Non, c'est un peu la loi du mérite en fait. Oui. J'ai pas ressenti ça du tout. James, est-ce que tu as repéré d'autres questions? Parce que là, j'ai pas pu remonter dans l'historique, donc peut-être que tu as repéré d'autres questions. Où on a à peu près tout répondu, je crois qu'au fur et à Non, il y mesure. avait aussi Poulidor qui demandait, là, alors là on change légèrement de sujet, il voulait savoir la différence entre notre système éducatif et celui des Américains. Oui, on va y venir de toute manière. Oui, oui, on va y venir. Ben, justement, ben, on va rebondir sur cette remarque. Donc, tu es à l'origine d'une association qui se nomme les Samedis Français, dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Quelles ont été les motivations pour la création de cette association? Alors, déjà, juste une question. Bon, vas-y. Déjà, dis-nous quelles ont été les motivations pour la créer. Après, j'ai d'autres questions qui vont venir. On va parler de tout, il n'y a pas de souci. Alors, premièrement, ça faisait peut-être 5 à 10 ans que j'étais en Floride et étant dans l'immobilier et que j'accompagnais beaucoup de familles à s'installer ici, dont beaucoup de francophones. Et j'ai remarqué que quand les familles s'implantaient ici, qu'un enfant arrive à 5 ans, 8 ans ou 12 ans, il avait tendance à perdre son français assez rapidement. Donc il y avait une volonté d'intégration dans la culture américaine, d'apprendre l'américain et de vraiment de s'immerger là-dedans, mais aussi quelque part un arrêt de l'apprentissage de la langue française. Parce qu'on ne peut pas tout faire déjà. Mais donc en gros, mon bilan au bout de 10 ans, qui s'est approfondi et confirmé au bout de 15 ans quand même, j'ai vu qu'on avait la perte du français, l'extinction du français chez les enfants en moins de 10 ans. Alors là, je me suis dit, c'est quand même grave, l'extinction. Parce que ça veut dire que ces enfants maintenant se sentent complètement américains. Il y a un détachement avec la famille, avec la culture, mais complète, parce qu'ils veulent vraiment s'immerger, être comme les autres, être comme les copains. Donc, il n'y a plus du tout d'envie de retourner en France en vacances. Papa, maman, tu m'agaces à parler en français, tu comprends l'anglais. Je n'ai aucune raison de pratiquer mon français et encore moins de continuer mon apprentissage à l'écrit. Et ça, c'est une catastrophe, parce que ça devenait des Américains qui, bien sûr, se marient avec d'autres Américains, et c'est fini. Voilà. En une génération, ou même moins, on avait l'extinction des Français. Et je me suis dit, c'est quand même grave, parce que je sais qu'au fond de nous tous, quand on part de la France en question ou de n'importe quel pays, ce n'est pas pour abandonner sa culture, c'est pour en acquérir une deuxième et l'offrir à ses enfants. Et je trouvais ça vraiment dommage. Et en fait, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas d'offre de continuation de l'apprentissage du français langue maternelle. Tout ce qu'il y avait, c'est certaines écoles, assez rares, du système américain qui offrent des cours de français langue étrangère. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant qui parle français couramment à la maison, papa, maman français, ou même des fois qu'un parent français, admettons, va rentrer dans une classe où est-ce qu'on lui apprend à dire couteau, fourchette, maison, voiture et chanter une petite chanson. Évidemment, cet enfant va s'ennuyer. Donc, les parents, automatiquement, disaient non, mon enfant il est bilingue, je vais le mettre en espagnol, en chinois, en russe, en tout ce que vous voulez, vu qu'il apprend déjà l'anglais, mais pas le français. Et c'est comme ça que l'extinction est arrivée. Et je me suis dit non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Alors je sais pas si c'est mon côté patriotique, fière d'être française ou d'où ça vient, mais c'était une force incontrôlable, il fallait que je crée quelque chose. Donc j'ai commencé à émettre l'idée en 2015, tout le monde me disait oui, 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 fais-le. Moi j'avais un peu d'espoir que quelqu'un d'autre le fasse, ça ne donnait pas. Et puis ensuite, j'ai eu des enfants moi-même. Donc aujourd'hui, ma fille a 6 ans, mon fils a 4 ans et demi, donc en 2015 et 2017. Et je me suis dit,
de toute manière, je vais déployer les moyens qu'il faut pour que mes enfants soient français aussi bien qu'américains, mais surtout qu'ils aiment la culture, qu'ils apprennent la langue à l'oral et à l'écrit, parce que c'est le seul moyen que ça vale quelque chose dans leur vie plus tard, en termes d'études, en termes d'emploi plus tard, tout comme moi je l'utilise aujourd'hui. Donc ce n'est un atout que quand on l'utilise, et donc il faut l'écrire. Et je me suis dit, si je déploie les moyens et je bouge des montagnes pour ma famille, pourquoi j'en ferais pas profiter tout le monde, toute la communauté francophone? Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer les Samedis français. Donc c'est cette association caritative pour la communauté qui enseigne le français langue maternelle les samedis matins en immersion. Voilà comment ça a été le départ. Donc vraiment. tous les intervenants, on est d'accord, tous les intervenants dans les samedis français sont d'origine française. Oui. Alors, francophones, nous avons eu des Suisses, nous avons eu des Canadiens, nous avons un peu de tout d'ailleurs. Nous avons une enseignante du Congo qui est belge aussi. Enfin, on a eu de tout. Oui, voilà, mais qui sont francophones, voilà. Et les enfants ont de quel âge à quel âge qui participent Alors aujourd'hui, quand on a ouvert en 2019 avec 34 élèves, ils avaient entre 2 et 14 ans et on les accompagne. Donc maintenant, ils ont entre 2 et 16 ans. D'accord. Ah oui, oui, forcément. James, il y a des questions, tu as levé le doigt. Yes, ouais, je voulais pas couper la parole à Axel. Déjà, on a une remarque de Yvon qui dit c'est marrant, travaillant dans l'hôtellerie, les Américains sont très fiers de faire voir qu'ils parlent français quand ils viennent en visite en France. Ah oui. Donc ça, c'était pas... Exactement. Ouais. Et Exactement. donc, on enchaîne sur la question de Yvon qui dit qui pose la question, l'immobilier est-il aussi cher qu'en France, voire à Paris, au mètre carré déjà. Ah. Oui, est-ce que l'immobilier... On change un petit peu. Alors, on change de domaine. On reviendra sur l'école parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et on va parler du système éducatif. Oui. Mais voilà, Yvon voudrait savoir l'immobilier en Floride, comment ça se situe. Il veut certainement investir en Floride. Alors, il veut avoir des Il n'y a pas de souci, je peux vous aider. Je m'en doutais. Les investissements, j'en fais moi-même et j'ai accompagné beaucoup de gens pour ça et donc c'est mon point fort. Donc pourquoi? Parce que déjà le système américain est beaucoup plus positif envers les propriétaires que les locataires ici, donc ils sont quand même protégés. Donc les Français aiment ça tellement ils sont traumatisés avec ce qui se passe en France niveau investissement. Deuxièmement, il y a moins de taxation. Troisièmement, il y a plus de choix, les biens sont plus importants et tout est plus facile. Et en plus, il y a une gestion fantastique qui est la mienne. Donc, mais sinon, niveau prix, niveau tarif, bah, ça dépend d'où. Vous allez en dehors d'une grande ville de Floride. Effectivement, la Floride est moins chère qu'ailleurs parce que bon, c'est un État qui est moins cher en général, bien que ça monte en ce moment. Plein centre de Miami va être aussi cher que Paris. Plein centre d'Orlando va être un peu moins. Après, vous avez les côtes, etc. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et puis après, c'est une question de rentabilité. Quand c'est un investissement pur, la rentabilité, les chiffres parlent, et à ce moment-là, c'est pas vraiment ce qu'on aime, mais c'est ce qui rapporte le plus. Et puis, bien sûr, en pensant à la revente, etc. Donc, il y a plusieurs critères à bien prendre en compte, et moi, j'aide là-dessus parce que j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Alors, le corollaire de l'immobilier, c'est quand même pour pouvoir s'offrir un bien immobilier, il faut avoir un salaire qui corresponde. Et donc, Poulidor te demande, est-ce que au niveau salaire, est-ce que c'est comparable à la France? Est-ce qu'on gagne un peu plus pour les mêmes qualifications et pour un équivalent un travail équivalent? Est-ce que tu pourrais nous dire si il te semble que les salaires sont plus élevés ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien plus élevés ici. Ah, ils sont bien plus élevés. Mais même pour des ingénieurs, on est stupéfait. Et c'est un peu le problème de ce qu'on appelle du brain drain. Et oui. Si vous connaissez cette expression, la fuite des cerveaux. Oui, la fuite des cerveaux. Oui. Voilà. Donc, les talents vont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont offerts des conditions plus intéressantes. Que ce soit salaire, conditions de vie. Des fois, il y a carrément déménagement. Tout est pris en compte. Le logement est payé par l'entreprise. Enfin bon. Donc, ils sont malins, les Américains. Ils savent faire. Et effectivement, certains talents ne sont pas rémunérés à la hauteur, enfin, de ce qu'on voit nous ici, à la hauteur qu'ils devraient en France. C'est dommage, mais voilà. Alors, Yvon te demande, est-ce qu'il y a un salaire minimum, est-ce qu'il y a l'équivalent d'un SMIC aux États-Unis? Oui, c'est un taux horaire qui est, on arrive petit à petit à 15 $ de l'heure. Certains États sont plus rapides que d'autres à le faire, mais ça va être la norme dans pas longtemps. Donc ça, c'est le taux horaire. C'est comme ça qu'ils payent ici. C'est pas vraiment un contrat de travail au mois.
c'est plus, à part, ça dépend, après, bien sûr, il y a des salaires à l'année suivant les postes. Oui. Mais au début, c'est plutôt à l'heure. Et puis après, il y a des formats. Mais un truc qui choque beaucoup les gens, c'est que souvent, il n'y a pas de contrats qui sont signés. Ça, c'est intéressant. Et puis après, bien sûr, pour des postes à responsabilité, oui, il y a négociation de contrats, etc. Mais au début, pas souvent. Alors, on va revenir, on a fait une petite parenthèse, on revient quand même au samedi français. Donc, tu as fait le Oui, constat que c'est vraiment sur un constat empirique que voilà, les oui, enfants qui sont partis s'installer aux États-Unis bon, apprennent très vite la langue anglaise, évidemment, ce sont des voilà. éponges, et ils en viennent à perdre un petit peu leur culture. Et donc, tu as voulu entretenir en fait cette culture et qu'ils ne la perdent pas. Donc le constat, ça fait combien d'années que cette école existe et quel est le constat que tu en fais vraiment. Est-ce que voilà, quel est le bilan à quelques années? Alors, on vient de faire notre troisième rentrée scolaire. Oui, tu nous as dit 3 ans. Là, c'est super. En plus, ça tombe le week-end de mon anniversaire. Donc, c'est un super cadeau à chaque fois. C'est génial. Donc, on a en fait le pari, avec mon mari surtout, qui ne voulait pas que je m'investisse dans un projet comme ça parce qu'il savait qu'il n'allait plus me voir. Donc, il a eu raison. Mais en gros, le pari, c'était si on a plus de 10 élèves pour commencer, on ouvre. Sinon, on attend l'année prochaine, on fait un marketing organique et puis on verra. Et en fait, on a ouvert avec 34. Aujourd'hui, on en a à peu près une cinquantaine et ça ne m'étonnerait pas qu'on finisse l'année près d'une soixantaine au bout de la troisième année scolaire. Donc, c'est vraiment une croissance très organique. Les familles, même locales, souvent ne sont pas connectées à la communauté française, donc ne savent même pas qu'il y a un organisme comme ça. Par contre, quand ils le trouvent, ils sont ravis. Ravis du niveau de l'immersion. Parce que la plupart des familles, ce sont bien souvent, hein, c'est juste la majorité, un parent francophone avec un parent soit américain, soit une troisième culture. Oui. Donc l'enfant parle très peu à la maison, assez pour comprendre, mais pas assez pour le parler. Et c'est tout. Et il n'a pas d'amis, il n'a rien. Donc, quand ils viennent au samedi français, l'enfant côtoie d'autres enfants du même âge qui parlent français. Il trouve ça normal, il se sent accepté, inclus, et la barrière de je ne vois pas pourquoi tu me fais parler du français alors qu'on habite aux États-Unis tombe complètement. Et l'enfant se sent accepté, et maintenant, limite, ça émane de lui. Quand est-ce que c'est? On est mardi, c'est quand est-ce qu'on va au samedi français? Ben, attends, faut attendre samedi. Euh, En plus, on a mis en place des choses fantastiques grâce à la nouvelle directrice Marie qui a mis en place une belle bibliothèque. On a un niveau d'échange de livres, d'emprunt de livres. On a maintenant une bibliothèque de 2000 livres Ah oui, basée sur des donations. Donc ça, c'est super. Des gens qui déménagent, des enfants qui grandissent, ils vident leurs étagères, ils donnent les livres. C'est une association caritative, donc c'est fantastique. Ensuite, les enfants progressent au niveau scolaire. On suit avec un bémol quand même, parce qu'on s'adapte au niveau des enfants en Floride. Ce n'est pas le même niveau que les enfants du même âge en France, mais on suit le cursus de l'éducation nationale. On utilise des manuels professionnels. Donc, l'équipe est professionnelle aussi. Là, par exemple, on a commencé, je crois, avec 3 profs. Là, maintenant, on en a 7. Ah oui. On a commencé en occupant des locaux d'un bâtiment individuel, la moitié des locaux petits sans faire de bruit. Maintenant, on a pris tout le bâtiment. Vraiment, c'est super, les gens adorent. C'est bien localisé. C'était au coin des 2 gros axes routiers de la ville d'Orlando, qui est I-4, donc l'autoroute nord-sud, et puis un gros axe est-ouest. Donc ça, c'était le but dès le départ pour pouvoir accommoder toutes les familles de partout. Il faut savoir qu'on a des familles qui viennent de la côte atlantique quand même, qui conduisent 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Ça fait 3 heures de route pour 4 heures de cours. Ah oui, oui. Donc, il y a vraiment un engagement important des parents. Et il faut savoir aussi que pour les expatriés, ils se doivent de tenir le niveau de français des enfants s'ils veulent re-rentrer dans le cursus scolaire français à leur retour, à la fin de leur contrat. Évidemment. C'est-à-dire que leurs contrats sont de 3 ou 5 ans. Et si l'enfant n'a pas maintenu son niveau de français, par exemple, il est parti à niveau CE2 et il revient au niveau CE2 alors que maintenant il a 12 ans, ça ne va pas du tout. Évidemment. On a un problème. Eh oui. Donc on aide à ça aussi. On a beaucoup de gens qui viennent de loin et on est vraiment très contents. On a beaucoup de bénévoles aussi et c'était vraiment super. On a vraiment une belle équipe. Alors, il y a James qui a une question, je crois. Moi, je voulais savoir comment tu recrutes tes enseignants. Je les schmooze.
Ils je arrivent. révèle en eux la flamme originelle de pourquoi ils sont profs dès le départ. Alors Et là, ça, c'est important. je crois qu'il y a une idée derrière la tête de James, parce que Non, non, pas du tout. Non. parce que Juste je avant, suis non, prof en fait. sérieusement, parce qu'à la base, C'est pour non, ça. mais ils viennent Nous allons discuter. tu les recrutes comment? Ils viennent d'où? On fait un Comment ça se entretien passe, d'embauche après, non, c'est pas pour du ça. tout, Il est c'est en juste train de- pour Et avoir ça, l'idée, quoi. c'était. Alors, créer cette association était vraiment un travail d'acharné. Et mon mari avait raison. Des fois, c'était toute la nuit. Enfin bon, c'était fou parce qu'il fallait entretenir déjà, convaincre des familles qu'on allait être un programme sérieux, trouver des locaux à un bon endroit et convaincre des équipes de venir travailler avec nous. Et quand on n'a rien, et ben c'est pas facile. Donc c'est beaucoup de monopolisation et d'engagement. Et donc au début, c'était notre problème. Comment on accueille des enseignants qui travaillent souvent dans des écoles américaines toute la semaine, qui font des heures pas possibles, qui sont fatigués, pour qu'ils viennent donner leur samedi matin au sein d'une association caritative qui n'a pas encore fait ses preuves. Ouais. Difficile. Ouais. Mais alors, ça se fait petit à petit. Il suffit que, au départ, on a commencé, comme je vous ai dit, avec très peu de profs. Donc, on a créé des classes à multiniveau. Donc, c'était vraiment les appeler un à un. Donc, ce que je faisais, c'est que je jouais mes connaissances. J'ai créé un sondage au niveau local. Comme j'ai toujours été dans le bénévolat, la communauté française, depuis maintenant, on va dire 20 ans facile, je connais beaucoup de monde. Ce qui fait que de l'un bouche à oreille, j'ai réussi à avoir quelques noms, soit de tuteurs, soit d'enseignants. Et de là, leur connaissance, je me suis carrément incrustée dans des conférences d'associations de professeurs de français de Floride, alors que j'en suis pas un. J'ai appelé à l'arrache au culot des écoles qui avaient des programmes français langue étrangère, évidemment, en me faisant passer pour une maman potentielle, pour essayer de parler aux enseignants, leur dire s'il vous plaît, est-ce que ça vous dirait de venir enseigner chez nous? Nous avons une belle mission, c'est pour la communauté française, c'est pour la génération suivante, venez transmettre votre savoir les samedis matins. Oui, je sais, c'est un sacrifice, mais quand même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chassé les gens sur Facebook, j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Et ça, c'était dur, parce que c'est beaucoup de noms. Beaucoup de noms, mais j'abandonne pas. Et maintenant, l'école a acquis maintenant une certaine réputation, un sérieux, des résultats, des familles qui renouvellent, qui sont fidèles, qui en parlent autour d'eux. On a même maintenant des familles américaines qui n'ont rien à voir avec la culture française, qui inscrivent leurs enfants. Ah oui, oui, c'était une question que je voulais te Ou poser. des familles russes, oui. voilà, parce qu'ils adorent la langue et ils veulent qu'ils veulent ou alors qui ont été à Washington avant dans des cursus français, lycées français ou des écoles françaises, etc. Et ils veulent continuer, donc ils nous font confiance. Donc maintenant, ça va mieux. C'est un peu plus facile, surtout que maintenant, on a vraiment une super équipe. Hein. On a vraiment une équipe diversifiée, il y a une entraide entre eux. Enfin bon, c'est vraiment super. Là, vraiment, je suis très reconnaissante de l'équipe qu'on a parce que sans eux, l'école n'existerait pas. Donc c'est super. Effectivement, juste une parenthèse, James a été élève pendant plusieurs années au lycée Rochambeau de Washington. Donc quand tu parles de ce lycée, il a réagi. Je vois à peu près ce que tu veux dire. Il voit très bien ce que tu veux dire. Voilà. Alors j'avais une question sur le montage de ton projet, sur l'association. En France, on peut quand même créer une association assez facilement, on va dire. Là, le montage de l'association a demandé beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup d'intervenants en fait. C'est ça où les autorisations, tu les as eues assez rapidement. C'est quoi c'est la logistique qui a été compliquée ou c'est les autorisations qui sont compliquées à obtenir? Alors, la logistique en elle-même, bon, c'était faut rédiger les statuts de la société, parce que c'est une société. Hein. Il faut créer un conseil d'administration. Ça, c'est pas ça qui est compliqué. Bon, c'est compliqué parce que c'est un peu un travail d'avocat que j'ai dû faire moi-même parce qu'on n'avait pas de fonds au début. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs exemples, je les ai analysés et je les ai vraiment customisés à l'idée de l'école. Mais il fallait que ça passe certains critères dans les statuts pour pouvoir obtenir, comme vous avez en France sur la loi 1901, une association à but non lucratif, mais d'un statut qu'on a aux États-Unis qui s'appelle 501C3, qui permet un certain crédit d'impôt pour les donateurs, suivant leur situation fiscale. Donc, bien vérifier avec leur comptable. Mais en gros, quelqu'un qui donne, par exemple, 500 $ à l'association en fin d'année pour payer moins d'impôts, ça peut devenir une déduction d'impôt pour eux.
ou les sociétés, par exemple. Donc tout ça, il faut des critères très particuliers et je voulais faire les choses bien dès le départ, donc je m'y suis attelée. Et comme on n'avait pas de budget, j'ai dû le faire moi-même. Donc ça m'a un peu, oui, ça m'a pris des nuits et beaucoup de stress, beaucoup de travail. Mais sinon, ce qui était le plus dur, c'est de convaincre les gens de démarrer de zéro, en fait. Ça, c'était dur. Et ensuite, trouver les locaux. Alors, n'en parlons pas, les locaux. Et je suis dans l'immobilier. C'est-à-dire que j'ai un avantage. Je sais négocier un bail, je sais comment parler, négocier des termes. Et ça, c'était dur parce qu'encore une fois, on n'avait pas de budget. Il faut bien commencer quelque part. On a dû avoir des frais au départ, donc j'ai mis moi-même, pour pouvoir ouvrir les portes et après recevoir les frais de scolarité. Mais bon, il faut commencer quelque part. Et donc, j'ai la chance, mon mari est dans la finance, donc il fait office de trésorier sur l'association, donc budget, études de faisabilité, on a pu faire ça. Et c'est comme ça qu'on est venu aux 10 élèves, d'ailleurs. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir un soutien aussi d'une amie qui était très motivée par le projet. Son énergie m'a aidée aussi. Et puis après, ce qu'on appelle le réseau Flamme, donc français langue maternelle, Flamme, qui a été vraiment une source d'inspiration et de soutien, vraiment, au niveau administratif incroyable, parce que c'est un réseau qui existe déjà, c'est des écoles. L'association que j'ai créée, les Samedis français, il y en a, on va dire, une quinzaine aux États-Unis. Donc, je me suis inspirée un petit peu de leurs résultats après 10 ans, 15 ans d'expérience, 5 ans d'expérience de chacune d'elles, en allant à leur colloque annuel avant de créer l'association. Donc, en octobre 2018, je suis allée à Miami pour aller sonder un petit peu comment ces écoles marchent. Est-ce que ça correspondait à l'offre qu'on voudrait faire à Orlando? Et surtout, les erreurs à ne pas faire et les bonnes choses à continuer. Et c'est comme ça qu'on est venu à un produit de 4 heures au lieu de 2. La plupart des écoles font 2 heures. Plusieurs raisons qui ont fait qu'on a créé une offre telle que les Samedis français aujourd'hui. Donc, le réseau Flamme est un réseau qui est très prisé des Français de l'étranger parce qu'ils sont partout dans le monde. Et comme nous, à Orlando, c'est la même chose partout. Il faut du français langue maternelle pour ces petits francophones qui parlent couramment français à la maison. Et oui, je comprends. Alors, donc, un bon support. Alors, j'ai juste envie de te lire certains commentaires. Quel dynamisme, bravo, on va tous aller en Floride, exode en masse, enfin vraiment, tout le monde salue ton dynamisme, ton engagement, voilà, on ressent de toute manière à ta voix, à l'enthousiasme que tu mets dans la description de ce parcours, on le ressent et voilà, bravo, vraiment, il n'y a qu'un seul mot à dire, bravo. James, tu avais une remarque. Ça ne se fait pas tout seul, hein. Il y a toute une équipe derrière. Hein. Oui, mais bon, voilà, on sent que tu as mis de la passion et de l'enthousiasme dans ce projet. Voilà, on le ressent en tout cas. James? Oui, alors déjà, on dit bonjour à Phil qui vient d'arriver. Oui, il est en retard, Phil. Ça passe pas bien là, on n'est pas content. Yvon nous dit le programme. Il nous pose une question, il te pose une question par rapport au programme. Est-ce que ça t'est imposé par l'État, etc. Ou est-ce que c'est toi qui choisis parce que c'est associatif? Tu choisis ton propre programme pour tes élèves ou enfin pour tes jeunes, ou est-ce que c'est imposé? Il y a quelque chose. Alors, j'écoute des experts. Je ne suis pas enseignante à la base. Donc ça, c'était un autre petit handicap que j'avais, c'est que je ne sais pas faire, moi, des progressions, des curriculums, l'éducation nationale, non. Donc, je suis reposée sur des experts et nous avons une directrice pédagogique qui s'appelle Laetitia, qui, elle, guide tous les enseignants de chaque classe. Et puis encore ce réseau Flamme qui nous aide aussi. Mais en gros, on s'adapte vraiment. C'est-à-dire que les progressions et le curriculum d'une année ne ressemblent pas forcément à celui de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que une année, on peut avoir plus d'enfants qui sont un peu moins avancés en niveau de français, et une année comme cette année, où on a beaucoup de Français qui sont bien avancés. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, ils ont participer à un enseignement de français en France ou au Canada ou en Suisse. Et donc ça remonte le niveau de la classe, par exemple. Donc on s'adapte vraiment. Ensuite, on a choisi des manuels. Donc on a commencé avec des manuels l'année dernière. Cette année, on les a supplémentés avec d'autres manuels. On essaye. Il y a des collections qu'on aime, il y a des collections que les enseignants n'aiment pas. On prend le sondage des enseignants, on les écoute. D'ailleurs, la directrice Marie, la nouvelle directrice,
fait ça très bien, vraiment de sonder les enseignants et de leur apporter ce qu'ils ont besoin. Et c'est pas parce qu'une collection est utilisée pour la classe des collégiens qu'elle va être pour les primaires, etc. Donc vraiment, on s'adapte, on écoute les enseignants et on s'adapte aux élèves de chaque classe, vraiment. James, tu avais une autre remarque. Alors il y avait une autre question, je remonte un petit peu parce que on l'a zappé. Alors ça c'est une question de Yvon qui dit est-ce que tu fais également alors on saute du coq à l'âne hein, mais bon c'est pas grave. Est-ce que C'est tu sans fais... l'immobilier. Exactement. Est-ce que tu fais également des séjours en immersion pour des familles françaises pour faire découvrir cuisine, etc. ou pas du tout? En France, il C'est veut dire. intéressant ça. On Ça, va, ça serait intéressant. on va monter Alors, je ne suis pas sûre que la conjoncture actuelle soit propice, Ouais. mais non, je laisse faire d'autres gens. Mais on n'a pas eu vraiment de requête. Ouais. Les gens qui, bon, soit ils visitent, ils prévoient leur voyage eux-mêmes, soit ils émigrent. Donc, c'est soit vacances, soit je viens vivre ici. Maintenant, c'est vrai que ça pourrait être un bon concept. Alors, Yvon, il faut venir, il faut faire ça. Alors moi j'ai un concept, alors c'est pas un concept mais c'est sur une remarque voilà, autour de moi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un adolescent, quelqu'un qui a autour de 15, 16, 17 ans, qui Oui, voudrait partir au moins une année, faire oui. une année aux États-Unis tout seul. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, à 16 ans, il faut être scolarisé. Oui, Donc, venir faire, par exemple, une année d'échange avec une école. Voilà, faire un échange. Il y en a plein. il y en a plein. En Floride, Euh, il y en a plein. ouais, ouais. En plus, il y a des jumelages entre des villes et des universités. Oui, Par exemple, Aix-en-Provence est assez porteuse oui, là-dessus. oui, oui, bien sûr. Ouais, faire un échange. D'accord, On a des demandes de ça d'ailleurs, d'hébergement pour des étudiants, on trouve des familles, oui, ça arrive assez souvent. Donc là, c'est la casquette conseiller. d'accord, Effectivement, ça arrive. ok, Des stagiaires aussi. d'accord. On va creuser Ouais. ce concept-là. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le système éducatif américain. Si tu devais comparer le système éducatif américain au système éducatif français, qu'est-ce que tu en tirais, les points communs, les différences, et qu'est-ce qu'on pourrait piocher dans le système américain pour améliorer le système français? Alors, ce qui saute aux yeux de tout le monde qui arrive ici fraîchement de France, c'est le fait que les cours ici sont assez relax. C'est moins strict, c'est plus ludique. Vraiment, les Américains axent l'éducation sur le fait que l'enfant doit s'amuser et apprécier pour pouvoir s'ouvrir à apprendre. Alors qu'en France, on nous le fait bouffer. Donc c'est un peu différent. C'est plus sympa, c'est plus relax. Euh, alors, qu'est-ce qu'on pourrait. Donc, ça serait déjà un point on pourrait s'influencer. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas le même rythme. Hein. Ici, l'école finit à les 14, des fois 15 heures. En France, c'est plus tard. J'ai l'impression qu'on travaille plus en France. On a plus d'heures de cours. Oui, oui, C'est un oui. peu plus sec. C'est un peu plus strict. Mais c'est quand même un rythme qui nous prépare quand même assez aux universités aussi. Hein. Oui. Donc, quelque part, ici, ça leur fait drôle, Le le montant passage. de travail, Oui, la cadence en université, parce qu'avant, c'était un peu relax. Surtout le high school, hein, surtout la dernière année. Hein, c'est assez une année plus ou moins sabbatique. C'est fun, quoi, pour les Américains. eh oui. Tandis que nous, c'est pas le cas. Non, c'est clair. Alors, moi, j'ai une question, mais James en a une, donc c'est Non, James moi, c'est qui pas va. une question, Ah, c'est une une remarque. remarque. En fait, quand on amène ses enfants à l'école aux États-Unis, on leur dit have fun, alors qu'en Oui, France, on leur dit travaille bien. Donc, Eh c'est oui. voilà, vraiment, c'est exactement, pour moi en tout cas, c'est la remarque que je me suis toujours faite, quoi. Oui, Travaille bien en France, mais have fun, oui, enjoy the day. voilà, oui, c'est oui, oui. vrai. C'est une différence Ouais, culturelle, ça c'est indéniable. oui, effectivement. Moi, j'avais une autre question, c'était par rapport au sport, à la vision du sport et de l'art en général, qu'on a moins, alors on a moins ce penchant, on va dire, dans le système éducatif français. Est-ce que c'est une réalité, le sport, vraiment comme une priorité dans les écoles américaines? Oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes ici. Surtout jusqu'en high school, jusqu'à l'âge de 18 ans. Le sport. Pourquoi? Ça ouvre les portes des universités et c'est très bien reconnu dans la culture.
un enfant sportif, athlète, mais c'est genre normal. Alors que nous, ça serait un peu plus dans l'exceptionnel. Aussi, l'art, la musique, un talent particulier. Carrément, ils le mettent sur leur CV ici. Un autre truc qui est incroyable, c'est le volontariat, le bénévolat. D'ailleurs, en high school, ils demandent un certain nombre d'heures croissant par année aux enfants, à partir de 14 ans, je crois, mais sûrement de 16 à 18, qu'il faut montrer un certain nombre d'heures de bénévolat et ils ont papier à signer, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au Samedi français, on a aussi créé des opportunités de bénévolat pour les francophones. Donc, ils ne pouvaient pas être élèves parce qu'ils n'ont jamais suivi le cursus à l'écrit, la grammaire, la conjugaison, leur connaissance est vraiment trop loin, on ne pourrait pas rattraper ce qui leur manque. Donc, je me suis dit, on ne va pas les laisser, ces petits francophones. Donc, j'ai créé un partenariat de bénévolat où est-ce que entre 16 et 18 ans, ils viennent aider dans les salles de classe. Donc, c'est sympa pour les enfants parce qu'ils voient des personnes qui ne sont pas tout à fait des adultes pratiquer leur français. Et pour les adolescents, ça leur permet de rester en immersion et d'entendre parler le français en dehors de chez eux. Et de le pratiquer surtout et que ce soit utile, qu'ils se rendent compte que c'est utile. Donc, et ça, c'est des heures notées, signées, redonnées à leur école. C'est très important le bénévolat. Et ça compte vraiment quand on fait des demandes d'université, etc. C'est très important. Alors, il se trouve qu'en France, bon, ça n'existe pas, mais ça vient. Alors, c'est d'inspiration américaine. Aujourd'hui, pour pouvoir postuler dans certaines universités, on a des points supplémentaires sur Parcoursup si on travaille dans une association, si on fait du bénévolat. Donc, c'est un petit peu d'inspiration américaine, mais alors, c'est vraiment, on en est aux prémices. Mais ça commence à venir, ça commence à rentrer dans les mœurs, ce qui est pas mal. Par contre, pour revenir au sport, je me demandais si, voilà, tu parles quand même de sportifs de très bon niveau. Et finalement, est-ce que ça laisse la place aux sportifs un peu amateurs qui fait ça en dilettante et pas dans l'élitisme? J'ai l'impression que voilà, on est plus dans l'élitisme et finalement le sport amateur est peut-être un peu négligé. C'est une question, ça n'est pas une affirmation. Ben justement, non. Je pense qu'en France, c'est ça. Soit on est bon, on est très bon, on fait partie d'un club, enfin d'une ligue, enfin c'est reconnu. Mais ici, il y a plein d'échelons différents. Effectivement, les meilleurs d'une école vont aller dans le varsity team, donc il y a des essais, les autres vont rester dans l'équipe normale. Donc non, il y en a pour tout le monde, vraiment. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus, la mentalité américaine, c'est personne ne perd, hein, c'est tout le monde gagne. On vous donne à tous une médaille, on vous donne à tous un trophée, merci de votre participation. On ne froisse jamais un ego. Ça, c'est très important. Donc, non, au contraire, c'est assez sympa et des personnes se sont exclues. Il y aura toujours une équipe à rejoindre qui n'est pas forcément les plus professionnels. Mais alors là, moi, je t'écoute parler depuis tout à l'heure. Je me demande pourquoi on n'est pas tous aux États-Unis. Qu'est-ce que tu nous. Vraiment, voilà, on t'écoute, on a tous envie de venir te rejoindre. L'immigration peut-être. Voilà, et c'est quoi le vrai obstacle de l'installation? C'est vraiment l'immigration, c'est un parcours du combattant, on est d'accord? Oui, c'est difficile parce que les États-Unis, au niveau immigration, considèrent très clairement que si quelqu'un veut venir vivre ici, il faut qu'il apporte quelque chose. Donc, soit un savoir, talent exceptionnel, soit des capitaux, soit un concept de business qui embauche les Américains. Il faut participer. On ne peut pas être dépendant du gouvernement, c'est pour ça que le chômage, jamais pour des immigrants. Et c'est pour ça que c'est une base de critères du visa E2, par exemple, qui est un visa investisseur, qui est un des visas les plus accessibles aux Français, on va dire, enfin, beaucoup de pays d'ailleurs, parce qu'ils diront entre 100 000 $, il n'y aura jamais un chiffre inscrit dans une demande, mais en gros, c'est la pratique. C'est une somme substantielle, donc on va dire 100 000 $. Le Français achète un commerce qui génère des revenus, ce qui fait que cette famille ne sera pas dépendante du gouvernement, qui est très important. Et deuxièmement, ils font une promesse plus ou moins serrée d'embaucher des Américains. Donc il y a une participation à l'économie d'une manière ou d'une autre, une participation à l'intelligence du pays, il y a une participation. Et c'est comme ça, c'est leur critère d'immigration. Si tu n'apportes rien, si tu crois que les États-Unis vont te supporter, te soutenir comme ça, surtout financièrement, ce n'est pas le cas. On n'a pas besoin. C'est très clair.
Ils approchent l'immigration un peu comme un business. Et oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens forcément qui sont déçus et qui repartent quand même. Mais énormément. Et Il y en a énormément, bien sûr. Et oui. Enfin, qui repartent, déjà, qui n'arrivent pas à venir, déjà. Déjà. Et deux, qui repartent parce qu'effectivement, il faut pouvoir tenir. Hein. Il faut savoir qu'il y a des frais financiers qu'on n'a pas l'habitude de payer en France, comme l'assurance santé, Et oui. qui est effroyable. Et oui. Il ne faut pas être malade. Il Et ne faut oui. pas se casser un bras. Et voilà. Donc, quand votre enfant il saute d'un arbre, il faut faire gaffe. Le filet dessous. Voyez. C'est assez important de penser à toutes ces choses parce que il faut générer un certain revenu, mais d'un autre côté, vu qu'on si on travaille bien, on est récompensé, l'un dans l'autre, ça marche en général. Oui. Il y a des déceptions quand j'ai remarqué, surtout dans mes fonctions, que s'il y a des déceptions, c'est soit effectivement tomber dans de mauvaises mains, ou, je ne sais pas, on va dire une franchise qui a été annoncée comme étant merveilleuse, qui ne l'est pas forcément, enfin, une mauvaise décision de business à un moment donné. Oui. Mais sinon, je connais bien plus d'histoires fantastiques à succès que d'histoires effroyables, heureusement d'ailleurs. James a un commentaire. Ouais, une question, une des dernières questions. Les retraités, par exemple, Oui. un retraité français, est-ce qu'il peut venir s'installer pendant X mois, faire des Là, allers-retours? Là, il se projette, James. Pas du tout. Oui. Non, pas du On tout. n'a pas une voix de retraité, hein, déjà. Mais Y a pas de- alors oui, et ça c'est quand même bizarre, et ça je crois que c'est un sujet qui mériterait d'être remonté au gouvernement. Il devrait faire un visa pour les retraités. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont là pour dépenser leur argent. C'est fantastique. Et ils ne vont pas travailler, mais non, il n'y a pas de visa comme ça. Donc il y a un visa B1, B2 qui permet de faire une petite prospection de business. Certaines personnes arrivent à l'avoir jusqu'à 6 mois, effectivement, mais non, il n'y a pas vraiment. Maintenant, il se peut que ce soit créé incessamment sous peu, et là, il faut vraiment consulter un avocat d'immigration qui, lui, est toujours mis au point des dernières mesures, etc. Mais que je sache. On est d'accord, il y a quand même un visa de touriste. Oui. Qui est de 3 mois, par exemple. Qui est basé sur l'ESTA, donc un visa de 3 mois, qui peut être dans certaines circonstances de 6 mois, mais c'est tout. Voilà. Parce que au niveau d'immigration, si quelqu'un reste sur le territoire américain plus de 6 mois, c'est-à-dire 6 mois et 1 jour, 181 jours, eh ben c'est un souci. C'est une résidence, on va dire. Donc, et puis même résident fiscal français, c'est pareil. Donc, il faut passer plus de 6 mois de l'année dans le pays où on est résident fiscal, techniquement. Enfin bon, il y a plusieurs volets là-dessus. Mais voilà. Et c'est pareil. Pour les Français qui sont sous carte verte, il faut qu'ils passent plus de 6 mois de l'année aux États-Unis. Oui. Ouais. Et oui. Sinon, c'est pareil dans l'autre sens. Oui. Sinon, on considère qu'ils ont abandonné voilà, leur résidence, tout simplement. Oui. J'avais une dernière question concernant les samedis français. Là, tu l'as développé en Floride. Pourquoi pas décliner le concept à d'autres États? Alors, parce qu'il y en a déjà. D'accord. Deuxièmement, parce que c'est pas ma carrière. Oui. Effectivement, maintenant qu'on a la recette, en plus, ça marche super bien. Enfin, ça marche super bien. Je suis super contente parce que grâce au Samedi français, on a pu aider des familles qui ne pouvaient pas vraiment payer les frais de scolarité. On a eu des actes de gentillesse et de générosité extraordinaires entre familles de manière anonyme. On a pu aider des familles à continuer l'éducation des Français des enfants, alors que c'est le but d'une association caritative, donc c'est des beaux gestes, c'est fantastique. Oui, maintenant qu'on a la recette, on pourrait le faire dans plusieurs États. Mais le réseau Flamme, il y a un réseau Flamme. Donc, il y a plusieurs écoles qui font déjà ça dans plusieurs États. Donc, ça existe déjà. Maintenant, moi, ma mission, donc, en fait, je ne suis plus au Samedi français depuis récemment, parce que j'ai été élue conseiller des Français. Donc, j'ai laissé la main à Marie, qui est la nouvelle directrice et présidente du conseil d'administration, qui est fantastique, et elle qui va mener les Samedis français à un niveau au-dessus, parce qu'elle n'a plus la structure à créer. Ça a déjà été fait. Donc, elle récupère une association qui n'est qu'à développer, qui est une tâche colossale, et puis vraiment améliorer le niveau pédagogique partout où on a à améliorer. Mais moi, ma mission, je ne l'ai pas abandonnée, c'est quand même de créer la première école franco-américaine d'Orlando, de Floride centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une famille, pour avoir une éducation franco-américaine, il faut venir soit à Miami, soit dans un autre État.
Donc, comme il y a quand même une langue de français, un rassemblement de français en Floride centrale Oui. que je représente dans mon rôle de conseiller, ça serait quand même pas mal d'avoir une école. Donc ça, c'est une tâche à accomplir qui reste vraiment présente. J'aimerais bien qu'on voit le jour, une école comme ça voit le jour, parce que ça ferait une grosse différence, je pense. Okay. Ça accueillerait aussi des sociétés françaises, parce que Orlando est quand même une des villes les plus visitées au monde, et les gens l'oublient. Se bat toujours dans les records avec Las Vegas et Paris. On a un centre de convention qui accueille beaucoup de familles. On a évidemment les parcs, mais qui n'accumulent que 30% des recettes de la ville. Après, on a carrément une industrie de simulation militaire qui est quand même importante, de recherche médicale. On a une ville qui s'appelle Medical City, Lake Nona, qui est maintenant un peu englobée dans Orlando. Enfin, on a quand même beaucoup de secteurs d'activité à Orlando qui ne sont pas forcément sur les parcs et l'attraction et le tourisme et l'hôtellerie. Donc, avoir une école, une institution d'éducation pour les enfants des expatriés accueillera des sociétés, des filières, des sociétés françaises. On ne les a pas parce qu'on n'a pas d'école. Par contre, Miami en bénéficie beaucoup parce qu'eux, ils ont un système scolaire français. Donc, les entreprises s'installent ici. Donc, c'est un cercle vicieux. Voilà. James avait, je crois, une remarque. Ah ouais, non, une dernière question, c'est juste pour savoir, les Américains, ils t'appellent Go ou Gort? Ah oui. Gort. Eh oui. Alors, Excel, comme un X et un L, ou la spreadsheet, Excel, Gort. Ok. Oui. Ben, je crois qu'on a fait le tour, on a traité de pas mal de sujets. Juste un dernier point sur la situation voilà, du Covid. En Floride, ça allait plutôt bien. Vous étiez en zone Alors verte. Oui. Et qu'est-ce qui s'est Il passé s'avère là que on a un gouverneur assez particulier ici qui est vraiment qui a vraiment protégé les commerces pour qu'ils restent ouverts, limiter les couvre-feux. Vraiment, sa mission, je pense, était vraiment de sauver les familles, garder les enfants à l'école, garder les commerces ouverts, etc. Donc, il a eu une politique assez relaxe, on va dire. Donc, est-ce qu'on a vraiment souffert du Covid? Non. On a eu un confinement l'année dernière, comme tout le monde, 15 jours, enfin pas grand-chose. Et depuis, on a presque eu la vie comme d'habitude. On n'allait pas en boîte de nuit, évidemment. Enfin, il y a certaines choses, les concerts sont annulés, etc. Mais la vie tous les jours n'a pas vraiment changé. Il y a eu le port du masque, effectivement. Il y a beaucoup de points de vaccination, beaucoup de points de traitement du Covid qui sont maintenant ouverts gratuitement un peu partout dans l'État. Donc, ça n'a pas été la catastrophe. D'accord. Et la vaccination est gratuite? Oui. D'accord. Donc là, vous êtes repassé... Beaucoup de vaccination d'ailleurs. Oui. Le centre de convention, par exemple, a mis à disposition son parking. N'importe où, on pouvait y aller, que ce soit le petit endroit où on peut acheter des choses rapidement au coin de la rue. Il y a une chaîne qui s'appelle CVS qui fait de la vaccination. On peut aller partout, son pédiatre ou son docteur. Oui, très facile. On a vu des images dans un stade où ils faisaient en fait un drive-by de vaccination. Tu restais dans ta voiture, ils te faisaient le shot. Voilà. Et partout, c'était comme ça d'ailleurs. Les gens ne sortaient pas de leur véhicule. Et là, vous avez le masque à nouveau ou pas? Non. D'accord. Okay. Certains, alors déjà, certains lieux publics, enfin pas publics, privés, pardon, des commerces, oui, l'imposent. Sur la porte, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas le masque. Mais ça, c'est à leur discrétion. Sinon, l'État de Floride en lui-même ne l'impose pas, ni dans les lieux, par exemple la préfecture, les lieux publics comme ça. Les écoles. À un moment donné, oui, mais ça s'est arrêté. Les écoles non plus. Alors, c'est tout un dilemme en ce moment, les écoles. Le gouverneur a dit, je ne veux pas imposer les masques, ce sont les familles qui décident pour leurs enfants. Ah, d'accord. Et là, les boards des écoles, des comtés, ont décidé d'aller à l'encontre de la décision du gouverneur dans certains endroits. Alors, c'est-à-dire, c'était difficile ça à jongler pour les familles parce que plus de masques, bon, très bien, on s'organise. Le jour avant la rentrée, il y a eu un vote, vite, allez hop, tout le monde masque.
Et donc, il y a un problème de ce côté-là. Le gouverneur a même dit à certaines écoles, si vous imposez le masque à mon encontre, je vous arrête les subventions, etc., le soutien financier. Donc, c'est allé très loin. Et là, la Maison-Blanche est arrivée derrière en disant, non, non, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, nous, on vous couvre. Donc, il y a tout un petit bazar là-dessus qui peut changer tous les jours. Donc, pour le moment, oui, que ce soit le comté d'Orange, le comté de Miami-Dade, donc je prends les deux gros exemples, hein, c'est les deux plus grosses villes et concentration, oui, il y a le port du masque à l'école. D'accord. Je crois que voilà. Merci pour tous tes éclairages, merci pour ton enthousiasme, merci. Alors, je vais aussi vous donner une petite information. Pour tous ceux qui sont intéressés à venir s'expatrier en Floride, etc., il y a un événement qui va être organisé par la Chambre de commerce franco-américaine de Miami, de Floride en fait, mais qui est située à Miami, qui organise le Miami Live 2021. Donc, ça, c'est un événement qui sera en ligne, où est-ce que vous pourrez avoir des informations pertinentes sur l'immigration ici, mais pas forcément au niveau visa, etc., mais plus sur le niveau entreprise, entrepreneuriat, beaucoup d'informations sur la tech, qu'est-ce qu'il y a à offrir en Floride, pourquoi c'est un État accueillant pour toutes ces entreprises. Donc, et moi, je ferai une présentation justement sur la Floride centrale. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous, enregistrez-vous. Je pense que c'est gratuit. Vous pouvez aller sur French American Chamber de Miami et vous pourrez vous connecter et recevoir beaucoup d'informations et j'aurai un plaisir de vous y voir d'ailleurs. Je mettrai le lien sur ma page Facebook. Voilà. Je le transmettrai, effectivement. Et si vous voulez avoir des infos sur les samedis français, il y a une page Facebook, il y a une page Insta aussi, une page Instagram. Voilà, vous pouvez avoir plein d'informations. Mais je mettrai ce lien là, ça peut intéresser des gens qui veulent partir, qui réfléchissent et qui ont besoin d'informations. Oui. Oui, alors là, vous pouvez me rejoindre sur mon site globalexcellence.com, que ce soit Excellence avec Axel ou Excellence normale. Je vous aiderai, je vous donnerai tous les détails parce que c'est important de connaître les étapes. Déjà, au niveau pouvoir s'éduquer, on prend des meilleures décisions quand on est éduqué, connaître un petit peu les différences et puis surtout faire les choses bien dès le départ. Donc, ça, ce sera un plaisir. Comme nous, on l'a fait, j'aime beaucoup. J'ai une certaine bienveillance à toutes ces familles qui veulent venir ici parce que c'est un rêve et il est faisable, il est réalisable. Donc, si on peut vous aider, avec plaisir. Et je peux vous mettre en contact avec des avocats d'immigration, des comptables, des fiscalistes qui sont experts dans les deux pays, etc. Enfin bon, on a tout un réseau d'accompagnement pour que ce soit fait dans les meilleures conditions. Super, on reviendra vers toi. Mais on te remercie. James, le mot de la fin? Fuck yeah! Putain, on m'a donné une pêche! Attends, explique à Axel, parce que là, elle n'a pas compris, là, si tu dis ça d'un coup. C'est sa devise, il faut toujours qu'il conclue, voilà, il conclut avec je ponctue et conclut l'émission comme ça. Alors, merci de nous avoir suivis. Juste un petit rendez-vous. Vendredi de 7h à 9h, je serai à la radio sur Top FM, toujours dans ma rubrique Kate in the USA. Et vendredi, je vous parlerai d'un courant musical qui est à l'origine de tous les courants musicaux contemporains. C'est le blues. On va parler des origines du blues et on va parler d'un bluesman en particulier qui est Robert Johnson, qui a un parcours un petit peu particulier et qui fait partie du club des 27, ce club maudit de ces artistes qui sont décédés à l'âge de 27 ans. Mais je vous en dis pas plus. Venez nous rejoindre sur Top FM 88.6 ou sur le site internet ou aussi sur l'application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Voilà, c'est vendredi de 7h à 9h et puis en rediffusion le soir à partir de 21h. Et on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, nous allons recevoir un club local de baseball qui va venir un peu nous donner envie d'aller jouer. Voilà, alors moi, c'est pas... Voilà, j'ai besoin vraiment qu'on m'explique les règles. C'est pas un sport que je connais bien, donc voilà, ça sera l'occasion de poser plein de questions. Voilà, voilà, Axel, encore merci beaucoup pour tout, pour ton expertise, ton enthousiasme, voilà, pour tout ce que tu nous as apporté. On reviendra vers toi si on a d'autres questions qui viennent, puisqu'on est en rediffusion, donc on peut avoir des questions qui viennent par la suite. On reviendra vers toi. James, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci à tous et puis à la semaine prochaine. Bye. Plus tard. Au revoir. Bye.